Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous recevez beaucoup d'amour de vos proches, que vous en communiquez également de la positivité, de la joie, du peps autour de votre vie. C'est très important. Et c'est un nouveau numéro du club. Nous, on est très heureuses de vous retrouver. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir Estouchou, ça va super bien. J'espère que ça va chez vous aussi. Nous, on pète la forme comme vous le voyez. Voilà. Niki, la coiffure, j'aime bien. Ah oui, tu sais, je suis comme le vin, je me bonifie avec le temps. Donc, c'est vrai que c'est très joli. c'est l'ère des locks. Ça me va. Faire ça souvent, oui. Ça dégage ton visage, tes beaux traits, on voit mieux tes faussettes, tout ça. Thank you, Estouchou. Thank you. Du coup, là, you are pretty too. Oh, thank you. Antonella, toujours en beauté. Oh, merci beaucoup. Moi, je vais très très bien. En tout cas, quand je suis avec vous, ça va, tout va bien. Oui, avec cette magnifique robe à pois blanc et vous n'avez pas vu l'arrière, mais je ne vais pas me lever. J'espère qu'on va garder cette énergie positive parce que finalement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible d'ailleurs, presque tabou dans certaines cultures, mais on va le faire sans faux fuyant. On va parler du VIH-Sida. D'accord. Après, on est là pour ça, on est là pour parler de tous les sujets qui a trait au bien-être de la femme sans tabou. Donc, et là, c'est le bien-être humain finalement. Et puis, on va recevoir une CP de poigne, franchement. Elle, c'est Andrea Mestres qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, CP. Comment vas-tu, Andrea? Bien, merci. À quoi va? Merci. Toujours égale à toi-même, simplicité, tu es très belle. Merci. On aimerait des présentations. Moi, je n'ai fait que dire Andrea Mestres. Mais qui est Andrea? Où est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Moi, je suis Andrea Mestres, j'ai 30 ans, je suis ivoirienne. Je vis à l'île d'Abo, c'est près de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon. Voilà, j'ai 3 enfants. Et je suis militante pour la lutte contre le VIH-Sida, également présidente de l'association Mouvement contre la sérophobie, voilà, qui lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les personnes séropositives. Et voilà. Waouh, bravo, bienvenue sur notre plateau, CP Sunshine. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de t'appeler aujourd'hui, CP Sunshine. Tu es fraîche, tu es pétillante, tu dégages un truc. C'est vrai qu'elle dégage une énergie positive. Très positive. Merci. Et tu as bien introduit la chose, donc en effet, tu es activement liée à ce sujet-là. C'est pour ça que nous t'avons sur ce plateau. Mais avant d'écouter ton histoire, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de définir quelques thèmes. Et tu nous diras si on a vu juste par rapport à ceci, d'accord? Les filles, que signifie VIH? Ça va, on a appris ça à l'école. VIH, c'est virus immunodéficience humaine. Voilà. L'autre, c'est SIDA. C'est très bien. Mais finalement, tout à l'heure, j'ai dit on va parler de VIH-Sida. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions ou pas? C'est la même? Je ne sais pas si vous le saviez. Il n'y a pas vraiment de différence entre le VIH et le SIDA, parce que le VIH, comme Antonella l'a dit tout à l'heure, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Voilà. Et le SIDA, c'est le virus de l'immunodéficience acquise. Je pense que c'est le VIH voilà, qui emmène au syndrome. Donc, il n'y a pas Alors, grande différence. selon moi, le fait que ça se rejoint, c'est que oui, on est en train de parler là de cette maladie, mais je dirais plutôt que le VIH, c'est le virus. Le virus qui cause la maladie, celle qui est le sida finalement. Est-ce qu'on a vu juste déjà dans la définition du VIH et puis cette différence là où on s'est essayé? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, différence ou non entre VIH et sida? Oui, il y a une différence justement. Le VIH, c'est le virus en absence de traitement cause la maladie sida, qui est au fait, je dirais, quand il n'y a pas de défense immunitaire, laisse place à toutes les maladies opportunistes. Donc on peut dire que ce sont des étapes de la maladie. Oui. Des stades. C'est pour ça qu'on dit souvent que tu es porteur du virus, donc tu as le VIH. Et on aurait dit que le cas aggravé, c'est lorsqu'on annonce à une personne qu'il est déjà ou qu'elle est déjà sidéenne au stade du sida. D'ailleurs. Après, j'ai envie de comprendre quelque chose. Est-ce que c'est pas une question par rapport à la charge virale? Parce que, pour ce que j'ai entendu dire, tu peux avoir le VIH et puis ne pas faire la maladie. Quand tu n'as pas la charge virale qui est trop élevée.
Oui, c'est ce qu'on disait parce c'est qu'Antonella là où parlait t'es d'étapes. asymptomatique. Asymptomatique, genre tu es là, tu te balades tranquillement dans la ville, tu ne sais pas que tu es malade. Mais est-ce que le fait, comment on appelle ça même là? J'ai oublié même la question, mais c'est pas grave. Ne t'en fais pas, reviendra Niki. après. De toute façon, je pense qu'on a une pile de questions et la professionnelle, c'est Andrea. Ici, nous, on parle comme ça, mais pêle-mêle de ce qu'on a pu entendre ou lire sur Internet. Alors, dernière question, les filles, avant de rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les modes de transmission du virus, finalement? Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, mais j'en cite deux. Il y a la transmission mère-enfant et puis il y a la transmission par voie sexuelle, pardon. Ça, donc, quand on dit mère-enfant, c'est grossesse, Oui, accouchement et oui. tout. Voilà, Ok. je pense bien. Andrea, mais franchement, si on se trompe, on se plante, il faut Tu le corriger. dis, encore rien, ça Ouais, veut on dire est pas- que ça va pour l'instant. On se rappelle des cours de SVT à l'école. Oui. D'accord. Après, il y Alors, a les produits sanguins aussi. Donc, on parle là de seringues et autres. Tu as dit rapport sexuel et tout. Oui, j'ai dit rapport sexuel. Et Et puis, il y a quoi Par encore? voie sanguine aussi. Il y a oui, par voie sanguine. les objets tranchants Les également. objets tranchants C'est ça, et c'est ce qui est produit sanguin. Est-ce qu'il y a la salive dedans? Non. Non, il n'y a pas la salive. OK. Mais finalement, alors, la salive, non, mais un contact buccal entre deux personnes qui ont des coupures à l'intérieur de leur bouche, pourrait-il entraîner la transmission du VIH? Oui, vu qu'il y a justement une lésion, si l'un des partenaires est séropositif et qu'il n'est pas sous traitement, il y a un risque de transmission. Mais le risque, il est quand même faible parce que le virus ne se transmet pas automatiquement, en fait. Il faut une charge virale très importante pour que le virus... D'accord, d'accord. Alors, Andrea, tu as dit que tu as un activisme développé par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, tu aides les personnes porteuses du virus, si j'ai bien compris. Est-ce que, je me permets de te demander, tu es toi-même porteuse de ce virus? Exactement, je suis séropositive depuis 8 ans maintenant, j'avais 22 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc c'est pour cela que je lutte justement contre la stigmatisation, mais également pour sensibiliser et faire comprendre que le VIH est toujours là. Il faut en parler sans tabou. Et ça touche la jeunesse, ça touche tout le monde en fait finalement, tout le monde est concerné, peu importe son statut social et c'est important de le rappeler. Ah, c'est sûr, hein. Ouais. Et il faut en parler parce que les personnes porteuses ne sont pas à craindre finalement. Tu l'as dit, elles ne sont pas tout de suite porteuses et capables de contaminer d'autres personnes. Et donc, on a besoin de toi pour en parler. Mais 22 ans, c'est très tôt. On est très curieuse. On a envie de comprendre, donc ce n'est pas dès la naissance. Non. Comment est-ce que tu as contracté exactement, si tu le sais, le virus? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas comment je l'ai contracté parce que quand j'ai fait mon test, c'était la première fois que je faisais mon test déjà. Donc je l'ai fait à 22 ans et ça s'avérait positif. Après, je l'ai annoncé à mes anciens partenaires. Voilà, je leur ai dit que j'étais séropositif. Ils ont fait leur test, normalement ils sont négatifs. Bon, si je crois à ce qu'ils ont dit. Hein. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai pas trouvé de réponse. D'accord. Voilà, Mais on comprend par là, puisque tu parles d'anciens partenaires, qu'à 22 ans, tu étais déjà active sexuellement. Oui, exactement. Donc tu avais donc la possibilité du contact par rapport sexuel ou du moins de la transmission par voie sexuelle et à poser sur la table, également par objet objet tranchant, également. etc. Est-ce que tu avais déjà eu recours à des transmissions sanguines Non, je n'ai pas eu recours à... Ou même si tu avais des proches ou même des amis. Non. D'accord. Mais on va être sûr. Hein. Est-ce que à la naissance, les parents avaient fait le nécessaire pour être sûr que, enfin, je suppose que c'est quelque chose qui se découvre tout de suite. Donc, tu n'es pas né avec le virus, mais est-ce que jusqu'à un certain âge, tes parents peuvent te dire, on est sûr que jusqu'à tes 6 ans, à cause de toutes les visites médicales qu'on faisait et tout, tu ne l'avais pas encore et le noir commence peut-être à partir de tes 12 ans ou tes 15 ans et on peut le placer dans cette marge, cette tranche d'âge. Je dirais qu'il n'y a pas de certitude parce que il n'y a pas eu d'examen où on a vérifié s'il y avait le virus. Je ne suis pas tombée malade non plus quand j'étais petite, voilà, pour qu'on se doute de quelque chose. Donc je dirais, ils peuvent pas, enfin les parents ne peuvent pas savoir. Moi, ma sœur, j'ai une sœur jumelle, elle est négative. Donc je ne saurais dire.
Parce que quand j'ai découvert, c'est-à-dire quand j'ai découvert ma séropositivité, moi j'étais au stade SIDA, par contre. Et après, ça dépend des personnes. Ça peut prendre 4 ans, comme 10 ans. Donc, on ne peut pas réellement se situer. Mais en tout cas, quand je partais en France, normalement, j'étais négative. Je suis partie à l'âge de 18 ans. Pour tes études. Voilà, pour mes études, donc, normalement, j'étais négative. Donc, possibilité par voie sexuelle, je dirais. Je suis tentée ou du moins j'avais été tentée de te demander ce qui t'a poussé à finalement aller faire ton test, mais tu dis que tu étais au stade du virus, de faire la maladie, et donc ce sont des signes non, pas du tout. qui l'ont fait, ou qu'est-ce qui t'a poussé Non, pas du tout. C'est-à-dire, mon copain avec qui j'étais à l'époque, lui, il faisait son test à chaque début de relation. Donc, il m'a proposé qu'on aille faire notre test, en fait. Ah, il a été très alerte. Il n'y avait pas encore eu relation. Non. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon test. Mais sinon, je pense que j'avais des symptômes, mais qui n'étaient pas alarmants. C'est-à-dire que j'étais tout le temps fatiguée, je perdais un peu de poids, mais je me suis dit, bon, c'est normal, c'est la vie d'étudiant et tout ça, on ne mange pas trop bien. Et donc, c'est pour ça que je perds du poids, mais il n'y avait rien qui pouvait m'alerter. Va faire ton test, tu es malade. Pas du tout. Mais comment ça s'est passé quand tu as reçu la nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé après avec la relation? Comment tu t'es sentie? C'était un coup dur, c'était un choc. Déjà, je m'attendais. Il était avec toi, ton copain? Oui, il était avec moi. Mais il n'était pas dans la pièce quand on m'a donné mon résultat. C'était en fait dans un laboratoire. Et donc, du coup, c'était un choc de me dire que c'est positif. Je m'y attendais vraiment pas. Parce que pour moi, le VIH, je ne pourrais pas être concernée par ce virus-là. C'est sûr. Pour moi, les copains, je les connaissais depuis l'école. Ils allaient bien. Bon, ça avait l'air, voilà. en tout cas. Donc, c'était pas possible. Ils n'avaient pas de rapport sexuel avec des travailleuses de sexe. C'était pas des usagers de drogue. Donc, normalement, je n'étais pas dans la tranche d'âge. Et c'est vrai que je ne me disais pas que le virus pouvait toucher des jeunes également. Moi, je pensais qu'il fallait avoir au moins 35 ans. Okay. Et donc, pour le coup, c'était un choc. Je l'ai annoncé, quand je suis rentrée à la maison, je l'ai annoncé à ma mère et à ma sœur qui m'attendaient. Elles savaient que voilà, j'avais fait le test. Les premières personnes à qui tu as oui. qui ont été informées, c'est ta sœur et ma sœur et ma mère. Et donc le copain, il est resté. Si, lui savait aussi. C'était lui qui était venu me chercher. Okay. Lui, il avait bien réagi au début. C'est vrai. Ça, après, il a fui. Il était jeune, hein. On peut lui concéder cela, le pardonner. Je dirais c'est plus. C'est pas son âge, mais je dirais c'est plus le manque de connaissances. C'est-à-dire qu'il avait peur, malgré qu'il m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux. Donc, il a parlé avec le médecin, il a rassuré, tout ça. Mais je pense qu'il a dû en parler avec ses proches, qui ont dû lui dire jamais. Et donc, c'était quoi son attitude? Plus de bisous, il était juste présent en ami? En fait, voilà, il était présent. Non, il y avait les bisous, hein. D'accord. Mais il avait peur. Et ça se sentait? Ça se sentait qu'il avait peur. Voilà, okay. Il vivait dans la peur et tout ça. Mais bon, il était d'un soutien quand même. Combien de temps après les résultats que tu as commencé ton traitement? Et comment était ce traitement-là? Bon, je l'ai commencé tout de suite. Après le résultat, j'avais 3 comprimés. Mais c'était difficile. Hein. Enfin, il y a des effets secondaires en fait. Tout ce qu'on prend le traitement, on est épuisé, mais épuisé même. Ah bon? Ouais. Et on a des vertiges. Tu y allais? Non, j'avais arrêté. J'avais déjà arrêté. Parce que déjà, même quand j'ai appris la nouvelle, c'était très difficile déjà de pouvoir l'accepter. Je ne pouvais pas faire autre chose. et pour le coup, les médicaments, ça te terrasse, quoi. Tu te réveilles le matin, tu es épuisé. J'avais des nausées, des vertiges, tout ça. Mais après, c'est passé. Et c'est passé après combien de temps comme ça? Quelques mois, je dirais. Quelques mois, ok. Après, comment tu t'es sentie dans ta peau? Toujours fatiguée. La fatigue, c'est pas passé par contre. C'était juste les nausées, tout ça. Oui, jusqu'à présent. La fatigue, c'est pas passé. Oh là. Mais bon, j'ai pu tenir. Qui est su, Dieu veille. Alors, moi, j'ai envie que tu nous parles un peu de cette période-là de ta vie, parce que tu as dit qu'il y avait des amis qui te soutenaient et tout. Je suppose qu'il y en a qui t'ont abandonné. Non. Quelles étaient tes restrictions? Comment tu te sentais, mis à part le fait que tu t'en voulais toi-même? Comment c'était à cette époque-là? Mes amis, en fait, personne ne m'a abandonnée vu que je n'avais pas dit à beaucoup de personnes. D'accord. Celle à qui j'ai dit. Et elles ont bien gardé le secret? Ça, comment je peux savoir? Ça ne pas des bruits de couloir, peut-être à l'école. Elle a arrêté l'école parce qu'elle a eu... Non, il n'y avait pas de bruit de couloir. Mais c'était très difficile. C'est-à-dire je pleurais tous les soirs. Parce qu'en fait, je ne voulais pas
je dirais, les alarmer en fait sur ma situation. Déjà, je me disais, elles doivent supporter déjà le fait que ça soit positif, de se dire qu'elles étaient un peu inquiètes pour moi par rapport à l'avenir. Donc bon, je ne vais pas tout le temps pleurer pour leur montrer que ça ne va pas. Donc je gardais un petit peu ça, je pleurais les soirs. Et du coup, c'était très difficile encore parce que j'avais un soutien, mais je n'en parlais pas vraiment de tout ce que je ressentais. Mais j'avais ma foi qui m'avait aidée énormément à passer ce cap-là. Donc je priais beaucoup, Malgré cela, je vais dire que j'avais mon copain de l'époque là, qui finalement a eu des comportements qui ont un peu sérophobes en fait. Et pour le coup, genre, par exemple, il y avait ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents, il s'est mis à hurler. Je me suis dit, mais pourquoi tu hurles quoi? Il était énervé, pourquoi il y a ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents? Moi, je peux pas faire ensemble à cette période? Oui. Après, je pense que c'est à cause des préjugés aussi. C'est le même copain du oui, test. Oui, du test. Okay. C'est à cause des préjugés. Il entendait peut-être dehors, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut commencer à l'éviter, faut la fuir. Peut-être, je pense que c'est ce qui a influencé son comportement. Dans le temps, les modes de transmission n'étaient pas aussi bien connus. Il y en a certains qui ont été écartés au fil du temps, mais je me souviens, je ne sais pas si ça date de cette époque-là, ce fut une année où on se disait qu'effectivement, il pourrait y avoir des résidus de sang qui restent sur une brosse à dents. Donc, effectivement, c'est pas très safe d'utiliser la même brosse à dents qu'une personne porteuse. Donc peut-être se dit-il que ce n'est sans doute pas la même brosse à dents, mais le contact pourrait faire un partage de résidus. Et j'en sais rien. On va essayer, comme on l'a dit, de ne pas lui en vouloir. Oui, bien sûr. Voilà, il ne s'y connaissait pas encore. Avant de continuer, Esther, juste une dernière question. Je voulais savoir si ton alimentation aussi avait changé. Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne devais pas manger? Non, pas du tout. Tout était tranquille, c'était normal. Oui, il y a juste à prendre le traitement. Mais c'est vrai que, par exemple, lui, il n'était pas informé. Mais il y avait ce côté où, par exemple, j'ai surpris justement une conversation avec, soit disons, son amie. Une amie à lui. Femme. Oui. Mais c'était son ex. Et du coup, il lui avait parlé de ma séropositivité. Moi, je lui avais fait confiance, il gardait mes documents et tout ça. Et il se permet d'en parler, parce que sans mon autorisation, à cette fille-là. Et puis, elle lui dit dans les messages, tu vas faire quoi avec cette merde? Elle ne pourra jamais te donner d'enfant. Tu préfères la mort à la vie. Donc, c'est elle la vie. Hein. Donc, je pense qu'elle parlait d'elle. Tu préfères la mort à la vie. Franchement, elle a dit aussi cette chose. Et puis, lui disait, mais non, dis pas ça. Je vais régler ça. Il va régler comment? Sérieux? En fait, bon, tu parles de la vie privée à quelqu'un d'autre et puis vous vous permettez d'en discuter. Voilà. Déjà, à quel moment tu parles à ton ex? La faute à ce niveau-là, c'est le gars. Il n'aurait pas dû le faire. Et ce n'est pas faute de donner son avis par rapport à la fille. Mais pourquoi qualifier la fille Andrea de merde, etc. De merde et tout on va regarder une petite vidéo. Voilà, ça va nous en apprendre plus sur le sujet et puis on revient. Les symptômes du VIH et du sida. Hello Flo, donc je vais essayer de faire la réponse la plus complète et la plus courte possible, mais pour ça je vais donner 4 situations différentes. Première situation, la primo-infection, une personne qui vient tout juste d'être infectée par le VIH. Il y a la personne séropositive sans traitement depuis plusieurs années, la personne séropositive sous traitement, et enfin celle au stade sida. Je rappelle que sous traitement, on ne développera jamais le stade sida. Si je viens d'être infecté par le VIH, donc je suis en primo-infection. À ce stade, j'ai une défense immunitaire qui est affaiblie par le virus. Donc en fait, je peux avoir quelque chose allant d'une petite grippe à quelque chose de beaucoup plus costaud, mais ça dépend en fait de ce que tu peux attraper à ce moment-là, ou alors ça peut être complètement asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme. Une personne séropositive sans traitement depuis plusieurs années, elle va présenter une sorte d'inflammation chronique. La plupart du temps, c'est une inflammation des ganglions. Je parle là d'une personne qui n'a pas encore développé le stade sida. Une personne séropositive sous traitement, donc là on parle d'effets secondaires. Les traitements actuels sont très bien supportés, certains parlent encore d'une légère fatigue. Et enfin, celle au stade sida, donc celle qui n'a plus de système immunitaire. Là, ça dépendra de la maladie opportuniste. Voilà. Voilà. Moi, je le suis sur TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? CP Sunshine, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'il a dit? Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a tous les stades. Il a bien détaillé, Il a très bien détaillé. Et du coup, Nicolas, lui aussi, il est séropositif. Oui, il est séropositif. Et c'est l'une des personnes séropositives qui m'inspire beaucoup parce que lui, il s'en fiche. Il vit sa vie tranquille, il fait ses vidéos et tout. Et franchement, c'est un plaisir pour moi de le suivre.
Mais surtout, avoir des réponses à la question de la part d'une personne qui vit cette réalité directement, c'est toujours plus rassurant. Voilà. Et à l'image de beaucoup de maladies, comme il l'a dit, plus on sait tôt son résultat, plus on est susceptible de mener sa vie avec moins de séquelles, d'être plus en forme. Et donc voilà, c'est l'occasion pour nous de resensibiliser les uns et les autres à faire leurs tests. Du coup, j'ai une question, les filles. Qui a déjà fait son test VIH-Sida? C'est très bien. On va applaudir. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Aïe. Oui, avant d'être maman. Et puis, avant d'être maman 2 fois. Et puis, quand j'étais enceinte, je l'ai fait 2 fois aussi. Parce que quand tu es enceinte, le test, il est obligatoire. Ok, oui. Pendant le premier trimestre de la grossesse et puis pendant le deuxième trimestre, donc j'ai fait. Et je compte refaire encore parce que c'est important de connaître sa sérologie, c'est très important. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de sensibilisation concernant le sujet, mais les gens, ils sont toujours comme s'ils ne sont pas assez informés au fait. Et ça, c'est pas bon. Il faut connaître sa sérologie, c'est très important. Non, de toute façon, quand tu vas faire ton test, on te regarde toujours du coin de l'œil comme ça en se disant qu'est-ce qu'elle se reproche. Moi, je l'ai fait, il y a l'un des cas qui est similaire au tien. Le premier cas, c'était Action et Vérité entre amis. J'ai pris action et puis voilà. Et on était à l'école, il y avait un centre médical pas très loin. Donc quand on a fini de jouer, on était 2 à avoir eu cette action, on l'a fait. On avait très peur. Quand on était jeune, normalement, à ne rien se reprocher, mais ça a ouvert la chose. Du coup, après ça, je n'ai plus développé de grandes frayeurs. Okay. Donc, il y a eu ce moment où un petit gars me dit effectivement, il faut qu'on fasse notre test avant de passer à l'acte. J'y vais. Et puis, depuis lors, chaque année. Ah, c'est moi, ça m'a jamais fait peur, hein, bizarrement. Là, je me souviens quand je suis allée au 2e trimestre de la grossesse, la dame me dit... Ça va, que vous n'avez pas peur. Je n'avais pas pourquoi. Je sais que je n'ai pas. Antonella, tu as encore répondu à la question. Moi, non, pas encore. J'ai jamais pensé. Non. Vous voyez les CPI, les photos du club. Antonella est dans le cas des personnes qui ont entendu la sensibilisation, mais qui n'ont jamais pensé à y aller. Non, c'est vrai. En plus, à l'école, on nous sensibilisait beaucoup, mais j'ai voulu le faire un moment. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils n'étaient plus revenus à l'école, donc... Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que quand tu rentres, mais réellement en introspection, tu te dis que c'est un petit déni, tu le fais pas parce que tu as peur? Non, même pas. En fait, j'ai jamais pensé. Donc non, honnêtement, j'ai pas peur du tout. Au contraire, si là tout de suite je peux le faire, je le ferai. D'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et à toutes ces personnes qui ne le font pas parce qu'elles n'y ont pas pensé, qui ne le font pas par peur ou ont peur du regard, même avant de parler du résultat. Sachez que maintenant, il y a des autotests. Donc, possibilité d'acheter là-bas et puis le faire soi-même, tranquillement, attendre son résultat. Mais on vous conseillera alors ensuite de bien lire la notice pour être sûr de comprendre le bon résultat et si possible de voir un médecin par la suite. Et ça se passe comment les tests, juste pour savoir? C'est un peu comme les tests de palu, là, les autotests là maintenant. Oui, c'est un peu comme les tests de palu. Est-ce qu'Andrea, tu as déjà eu à voir ou on t'a déjà expliqué le système de fonctionnement des autotests? Oui, les autotests, en fait, il y a les autotests sanguins où on se pique le doigt. Voilà. Et puis, il y a les autotests salivaires. D'accord. Mais est-ce que c'est aussi... je ne sais pas, efficace que la prise de sang, parce qu'on sait que même pour le test du palu, on le dit, si c'est négatif, bon, il faut aller faire vrai quand même. Pourquoi vrai et faux? Est-ce que c'est aussi fiable? C'est très fiable, mais sauf que en fait, ça dépend à quel moment on fait le test. C'est-à-dire, si on le fait trop tôt, le résultat peut être faux. Voilà, ça peut être un faux résultat. Et donc, le test sanguin sera plus révélateur. Exactement.
comme un appel à l'aide, si je peux le dire. MyCP Sunshine, est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont récalcitrantes? Il y a des moments où il y a des gens, bon, même si ce n'est pas tout le monde qui connaît ton statut, mais est-ce que tu rencontres des personnes qui vivent ce genre de situation-là, où ils sont rejetés comme ça, en fait? Oui, je reçois énormément de témoignages de personnes qui sont rejetées par leurs proches, par leur famille également. Moi, j'ai cette chance-là. Je ne suis pas encore tombée sur une personne qui m'a rejetée, mais c'est vrai que de nombreuses personnes sont victimes de sérophobie, malheureusement, à cause de la peur, de la mauvaise information. Et c'est dommage, parce que croire que quand on fait un câlin à une personne séropositive, on peut avoir le virus, c'est dommage. Il y a une personne qui m'a demandé, est-ce qu'on peut l'avoir par la sueur? J'ai dit non, on ne peut pas l'avoir par la sueur. Si c'était comme ça, tout le monde serait séropositif. Oui, ça c'est sûr, parce qu'on n'imagine pas le nombre de personnes qui se baladent en bonne santé, et même des adolescents qui sont porteurs. Exactement. Et donc ces gestes-là paraissent anodins, mais tout cet amour, ça fait du bien. On ne connaît pas la situation du monsieur. Peut-être venait-il de l'apprendre, et de ses proches, il n'a pas reçu cet amour et ce contact avec ces étrangers. Magnifique. Et nous, on a envie de t'en donner également de l'amour, Andrea. Merci. Et merci pour tout ce que tu fais pour les gens que tu informes sur la maladie, les gens à qui tu donnes l'amour, que tu soutiens, qui sont dans ta situation également. Merci. Et puis c'est courageux, MyCP Sunshine, de témoigner à visage découvert, surtout ici en Côte d'Ivoire où les gens, excusez-moi, ont beaucoup de préjugés. Voilà, beaucoup de préjugés. Je vois Antonella qui est tout émue là. Non, parce que en tout cas, ça me fait de la peine un peu pour le monsieur. Ouais. Tu as besoin d'un câlin. C'est mignon. Il y a Andrea qui est là et je suis sûre qu'elle en donne avec joie. Merci. Attends, moi, du coup, je me lève pour non, te faire la bise. Je pense aussi, c'est vraiment le manque d'information qui fait que beaucoup de personnes ont des préjugés comme ça. Calune-nous, nous on adore ça sur le plateau. On va continuer et puis donc on va pour la pub et puis on revient ensuite. Sing along. Plateau du club aujourd'hui parce qu'on est mieux informé sur la question du VIH/SIDA. On garde même le sourire pour parler de ce sujet parce qu'on sait que ce n'est pas une fatalité. Nous avons sur le plateau Andrea Mestre qui est porteuse du virus mais qui vit sa vie. Elle mousse elle est dans le carton. Elle est en forme. Elle n'est pas frêle. Elle va très bien. Elle a une activité professionnelle. Elle a des enfants. Elle a un époux qui l'adore. Et d'ailleurs, j'ai envie de te demander... La partie préférée de Mickey. Oui, en fait, elle aime trop dans ça. les groupes, il y a toujours des gens qui sont très portés sur ces choses. Andrea, lorsque tu as appris ta séropositivité et par la suite perdu ton petit ami, déjà, on aimerait savoir combien de temps est-ce que tu as fait avant de te remettre en couple et est-ce que cette période de latence, est-ce que tu croyais encore en l'amour, cette période-là? Bon, déjà, c'était très rapide pour mon cas. Je l'ai rencontré, je pense, une semaine après. Avoir été là, l'autre t'a quitté, vous êtes même chose. André et puis. En fait, Niki, là, tu en sais quoi? Elle n'a même pas eu le temps de digérer. Je te dis, non. Je pense que c'est ce qu'il me fallait parce que, en fait, c'était tellement un choc. Parce que j'ai fait une tentative de suicide quand il m'a quitté la première fois, parce qu'il m'a quitté 2 fois. Donc j'ai fait une tentative de suicide. Et après ça, quand il m'a requitté, je me suis dit non, c'est bon, c'est quoi, ciao. Et je vais sortir. J'ai envie de sortir, de revivre en fait. Et je suis sortie genre une semaine après et c'est là que j'ai rencontré justement lui qui est mon époux à une soirée. Enfin, c'était genre ma copine en fait, un gars qui l'avait invité à une soirée et puis je lui ai dit bon ok on y va. Et c'est à la soirée, lui je l'ai rencontré, le courant est bien passé et tout ça et il a voulu me raccompagner, voilà, il a voulu me raccompagner et tout. Il a pris mon numéro, donc on a échangé, on s'est vu quelques fois, mais sauf que le gars était en couple. Donc, bon, je lui ai dit, si tu es en couple, moi, ça ne peut pas passer. Donc, attends, ça veut dire que les pins qui sont en couple, là, ce sont les âmes sœurs des gens. Non, attends. Non. Andrea, tu dis avoir rompu avec ton ex-petit ami 1 an après avoir appris la nouvelle. Il a rompu. Non. C'est pas 1 an avoir appris la nouvelle. Lui, on a fait 1 an ensemble. Et de la nouvelle à ce qu'il rompt avec moi, ça fait 1 an. Oui. Je parle de ça. Alors, ok. Du coup, tu as appris la nouvelle
et vous avez rompu, vous avez fait 1 an de relation. Oui, voilà. Donc c'est après ces 1 an qu'une semaine plus tard, tu rencontres ton époux. Et donc à 24 ans, et aujourd'hui, 24 ans et quelques, et aujourd'hui tu en as 30. Il est avec toi depuis tout ce temps. Oui. Vous êtes mariés combien de temps après? On s'est mariés, enfin déjà on a fait la dot 5 mois après. Il a fait la demande. En fait, il a fait la demande. Attends. On a sauté beaucoup d'étapes. Moi, je veux savoir de comment ça s'est passé. Comment tu lui as dit? Oui, comment tu lui as dit? Comment tout, en fait? Comment il a accepté? Comment il a réagi? En fait, voilà, on s'est fréquentés pendant 2 semaines. C'est-à-dire, on allait au restaurant, au ciné, tout ça. Et après, je lui ai dit, vu que tu es en couple, toi et moi, ça ne peut pas passer. Ouais, Voilà. normal. Et 1 semaine après, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah, je suis célibataire. Il a bras. Il est concret. Mon frère, il a trouvé son âme sœur, donc tu veux qu'il fasse quoi? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je ne pourrais pas passer à côté de moi, en fait, que j'étais la femme de sa vie. J'ai dit, tu ne me connais même pas. Oui, Mais, et donc, je stressais, je me suis dit, mais le gars, il a fait ça. Bon, il faut que je lui dise que je suis séropositive. La moindre des donc, choses. il est venu chez moi et je lui ai dit que j'étais séropositive. Je lui ai envoyé un message. On était dans la même pièce, j'ai envoyé un message. J'ai fini, enfin, il a lu et tout ça. Et après, il m'a regardé, puis il a rigolé. Il a fait, donc, OK. Et alors? J'ai dit, le poteau! Attends, le poteau! Attends, c'est c'est comment je vais dire là? Déjà, même la chose, on rencontre mignon. dans un club, et puis on va au resto pendant 2 semaines. On lui dit, ah, t'es en couple, je veux pas, il bras le cou de sa copine. Ensuite, on lui dit, écoute, j'ai une maladie assez sensible. Il rigole, il dit, et alors? Il est quoi? This frère is not black. Il est quoi? Non, il est quoi? Il est de quel il est français. Ah! Voilà, on savait. Mais pourquoi vous dites ça? On connaît nos frères. Alors non, c'est qu'il est resté longtemps là-bas. Nos frères noirs d'Afrique, compliqué. Est-ce qu'on guérit véritablement? Parce que j'entends des gens dire que oui, on guérit de la maladie. Est-ce qu'on guérit véritablement de ça maintenant? Normalement, non. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent guérir, mais on ne guérit pas encore. Pas encore on n'est pas encore arrivé à ce stade. Les seules personnes qui ont guéri ont reçu des greffes. Voilà. Des greffes de quoi? De moelle osseuse. D'accord. Voilà. Mais à part ça, Voilà, y a pas toi, eu- pourquoi tu n'en reçois pas? J'avais pensé faire ça. C'était des personnes qui étaient malades, en fait, qui avaient le cancer ou autre chose. D'accord. Ah. Donc, on ne parle pas de VIH-Sida là. Si, ces personnes avec le VIH plus le cancer. Et donc, elles reçoivent les greffes. Voilà, de moelle pour le osseuse. cancer. Et du coup, elles ont été guéries du VIH. Vive la technologie, vive la médecine, les recherches. Merci à tous ces chercheurs, ces médecins qui font beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des malades. Alors, Bon, Andrea, oui, vas-y. on va aller pour la pub Ok. en fait et puis on revient ensuite. Quand il n'y a pas de danger, le vuvuzela peut sonner. Et d'ailleurs, il a qu'à bien se sentir, ce vuvuzela. Prenez toutes les mesures possibles. Bah oui, avant de le laisser s'exprimer, là, faut faire attention. Ça en a sauvé plus d'un, n'est-ce pas, Andrea? Le boubou. Elle a lancé quelque chose, Andrea, c'est notre spécialiste. Pourquoi? Parce qu'Andrea Mestre, c'est une personne aujourd'hui qui milite contre le VIH et accompagne toutes les personnes porteuses de la maladie, du virus. Elle est avec nous, c'est Andrea Mestre. Elle nous parle de la maladie et d'elle-même. Merci pour ce partage. On n'a pas fini, on a encore plein de questions à te Je poser. suis là. C'est ça, on va jamais finir. Sunshine. Andrea, moi je voulais juste savoir, aujourd'hui on peut dire que tu as un visage important de la lutte. Est-ce que tes filles, donc tu as 3 filles si je comprends bien, d'accord, est-ce que tes filles elles sont informées, ou du moins la plus grande? La plus grande, elle a 6 ans, donc elle ne sait pas vraiment, voilà, elle ne va pas comprendre réellement ce qui se passe, mais il n'y a rien qui est caché. C'est-à-dire, on lui montre, par exemple, les apparitions que j'ai pu avoir dans des magazines, par exemple, ou dans des journaux et tout. On va lui montrer, ah, c'est maman, elle est fière, elle est très contente, mais elle ne sait pas que maman vit avec un virus et tout ça. Elle va s'inquiéter. En plus, elle est hyper sensible. Si elle lui dit ça, elle va se dire, ah, maman, elle est malade, elle va commencer à s'inquiéter. Donc, j'attends un peu qu'elle ait l'âge de la raison, qu'elle comprenne ce que ça veut dire et qu'elle ne s'inquiète surtout pas. Mais les 3, elles sauront. De toute façon, ce n'est pas caché. Dans tous les cas, elles ont juste allé sur Internet pour savoir. Donc, elles sauront. Et elles seront également sensibilisées
justement sur ce virus-là. S'il est toujours là quand elles vont démarrer leur activité sexuelle, par exemple, elles seront sensibilisées, leur faire comprendre qu'elles doivent faire attention. Il n'y a pas que la grossesse. Hein. Quand on est jeune, on a peur de tomber enceinte, mais le VIH, ça touche énormément de jeunes, malheureusement, et de jeunes filles. Donc, elles seront sensibilisées sur la question et elles ne vont pas stigmatiser en même temps et peut-être qu'elles vont sensibiliser également leurs amis à l'école. Ça serait très bien. C'est vrai qu'au final, on s'inquiète plus de tomber enceinte que de se protéger. Ouais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'ouvrir comme ça au monde, à témoigner à visage découvert, à en parler, vu qu'en début, tu avais dit que tes parents t'avaient interdit d'en parler. Qu'est-ce qui t'a poussé? Un peu sa thérapie aussi. Oui. Je dirais que déjà, c'est ma foi. C'est-à-dire, j'entendais comme la voix de Dieu qui me disait Andrea, il faut que tu en parles pour sauver d'autres personnes. Parce que voilà, ce que j'ai fait pour toi, ce n'est pas que pour toi, c'est pour que d'autres personnes entendent ton témoignage et soient restaurées et je dirais, croient que c'est possible d'avoir une autre vie. Également pour sensibiliser, pour dire à la jeunesse, attention, ça peut toucher n'importe quelle personne et donner un visage au VIH. Parce que le VIH, finalement, on ne le voit pas. Le sida, on sait à quoi tu ressembles, mais le VIH, on ne sait pas ce que c'est. Finalement, on croit que c'est écrit sur le visage. Dire aux gens que ton collègue du travail peut avoir le VIH et tu es avec lui. Même ta femme, ton mari, tes parents peuvent avoir le VIH et tu es tout le temps avec ces personnes-là. Tu n'as pas peur et il ne faut pas avoir peur des personnes séropositives, mais il faut avoir peur du virus en lui-même, finalement. Et donc, c'était important pour moi de prendre la parole. Je me disais que je sacrifiais peut-être quelque chose parce que je ne savais pas ce qui m'attendait en prenant la parole à visage découvert. Mais j'ai le soutien de mes proches, j'ai le soutien de mon mari, mon premier qui m'a soutenu. Il m'a dit, mais fonce, moi je te soutiens. Je lui ai demandé, j'avais peur pour son travail. Il dit, mais non, je trouve un autre travail si il y a un problème. Oh, il est trop chou. Mais finalement, c'était top. À son travail, ils ont très bien pris et ils l'ont vu même comme une très bonne personne d'ailleurs. Et donc, c'est que du positif, je dirais. Et toi, tu fais quoi comme travail? Moi, aujourd'hui, je suis présidente d'une association, de mon association qui est le Mouvement contre la sérophobie. Et en même temps, comme je dis, je suis militante et donc je donne des interviews un peu dans différents médias. Voilà, j'ai participé à plusieurs campagnes de sensibilisation en France, dont Aide, Sida Action également. D'accord. Et je dirais, je discute avec énormément de personnes séropositives. J'ai créé un programme d'accompagnement pour des personnes séropositives à reprendre confiance en elles et à savoir qu'il y a une vie avec le VIH et que leur vie n'est pas finie. En fait, tu t'es trouvé une vocation et tu es à fond là-dedans. Oui, exactement. Non, on ne peut que te souhaiter le bonheur, quoi. On ne peut que te souhaiter de continuer à toucher plusieurs personnes. Et je pense qu'Anto a une question pour toi. Oui. Oui, en fait, je voulais juste savoir, on sait très bien qu'aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué. Est-ce que tu trouves que les mentalités ont changé? Bon, si je me situe en Côte d'Ivoire, il y a quelques mentalités qui ont changé. Mais des fois, il y a des personnes, tu vas discuter avec elles, ah non, mais les mentalités ont changé, le sida, là, ça ne tue plus, nanana. Mais tout de suite, si tu dis, ah, je suis séropositive, tu es en couple avec moi, là, tout de suite, c'est différent. Et donc, les mentalités ont changé, ça dépend. Je dirais, il y a énormément encore de stigmatisation. Les personnes séropositives en Côte d'Ivoire ne peuvent pas avoir le luxe de dire, moi, je suis séropositive, comme si je dirais, moi, je sais pas, je suis diabétique. Elles n'ont pas ce luxe-là. Les personnes qui ont peur de perdre leur travail, même si la loi protège. Mais étant donné que c'est tellement tabou, on veut garder ça. On ne veut pas dire. Donc, finalement, on a peur, on vit dans la peur. Et même au travail, il y a des discriminations encore aujourd'hui. Qui va donner son poste de direction à une personne séropositive? On se pose des questions, on se dit, peut-être que la personne ne sera pas très en forme. Ou même, c'est pour l'image de l'entreprise, d'avoir c'est pas peut-être bien vu, etc. Et ce serait bien de changer. Ça aussi, que les entreprises s'engagent. Dans ce côté d'inclusion, en fait, dans cet engagement d'inclusion, de dire que oui, nous, on inclut les personnes séropositives. Si tu es séropositive au travail et que tu veux en parler parce que peut-être tu as besoin d'aménagement à ton travail, étant donné qu'il y a des effets secondaires et tout ça, oui, tu peux en parler. Tu ne risques pas ton poste ou tu ne risques pas d'être rétrogradé, par exemple. Et c'est bien que les entreprises montrent leur soutien dans cette lutte-là parce que c'est important. La sérophobie, aujourd'hui, elle tue. Les médicaments permettent de vivre longtemps, mais les personnes séropositives souffrent à cause du regard des autres, à cause de la stigmatisation, de la discrimination. Et c'est important de lutter également contre cette sérophobie-là. D'autres personnes trouvent que c'est du laxisme. On se dit que finalement, tout va bien, donc les gens ne vont plus prendre des précautions et tout ça. Mais c'est faux. On a vu ici, avec la sensibilisation par la peur,
malgré ça, le VIH, il est toujours là. Il circule parce qu'on se dit quoi? Vu qu'on ne veut pas en parler, on se dit on n'est pas concerné par ce virus-là. On a eu des populations clés, des personnes qu'on a stigmatisées, on s'est dit que ce sont ces personnes-là qui peuvent avoir le VIH. Moi, je suis bien éduquée, je travaille, j'ai mon argent, comment je vais avoir le VIH? Tu ne te poses pas ces questions-là. Et il est important, en fait, de pouvoir casser tous les préjugés. Ce n'est pas de dire non, ne vous protégez pas et tout ça. Non, protégez-vous, justement. C'est une infection chronique, on n'a pas trouvé le remède. On peut faire des enfants, on peut vivre avec, c'est vrai, mais il y a des effets secondaires. Qui sont très lourds à vivre au quotidien. Et aussi, il y a toute la stigmatisation qui est là. Donc, il ne faut même pas avoir ce virus-là, il faut qu'on l'éradique. Ça tue tellement de personnes. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur des personnes séropositives. Il faut pouvoir en parler. Les parents, aujourd'hui, doivent parler avec leurs enfants, adolescents. Il ne faut pas se dire « Ah non, moi, ma fille, elle ne connaît pas ça. » Ou je ne sais quoi. Non. Les jeunes filles, elles ont des rapports sexuels très tôt aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir en parler à 13 ans même du virus, de faire comprendre aux jeunes garçons également qu'il faut se protéger. Parce qu'un homme, aujourd'hui, tu lui dis « Ah, est-ce que tu as fait ton test ?» Mais le préservatif, il se vexe. Ah, tu veux dire quoi par là? Genre, moi j'ai ça. Tu veux dire que je suis malade, quoi. Voilà. Et non, ça devait être normal d'exiger le port du préservatif, d'exiger de voir le test de la personne, parce qu'il y a énormément de menteurs. Ah oui, moi j'ai fait mon test, je suis séronégatif. Hein. Il n'a jamais fait son test. Oui, et ils ont énormément de partenaires aussi. Ça tout le voilà, temps. ils ont énormément de partenaires, ils se protègent c'est la vérité. pas. Et c'est important justement de pouvoir parler de ça sans tabou. Alors, je me permets. Même si je remarque que tu es très inspirant, on est très fiers. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas eu meilleure personne pour en parler. Ouais. Merci pour cela. On pensait être un peu calé, mais on se rend compte qu'il y avait beaucoup de lacunes. Merci encore et encore. On va se permettre de faire une petite parenthèse avec une rubrique ici qu'on chérit. C'est Inbox. Voilà, on va lancer un magnéto, une vidéo, et puis vous verrez avec nous, on découvre. Bon, je sais que le VIH-Sida se transmet par les voies sanguines et qu'il faut faire très attention à ça. Bon, je ne me suis jamais fait dépister. Pour se faire dépister, on doit se rendre dans des centres de santé. Ah, le VIH-Sida, les symptômes que en tout cas, j'aurais appris, bon, l'amaigrissement, le vomissement, manque d'appétit et autres, voilà un peu les symptômes. Pour contacter le VIH-Sida, on le contacte soit par la voie mère-enfant ou soit par les rapports sexuels. Voilà. Quand il dit par voie mère-enfant, ça peut venir par l'allaitement. Ou bien soit, si ce n'est pas par l'allaitement, que si c'est par les rapports sexuels, ça peut venir par la mère, ou bien on dit quoi, par la femme, ou bien soit par le garçon. Je ne me suis jamais fait dépister, parce que j'ai toujours peur voilà, de me faire dépister au fait. On ne sait jamais. Hein. Imagine tu es dans l'hôpital, tu as te faire dépister, et du coup on t'annonce que tu as le sida. Ce n'est pas une nouvelle que tu vas recueillir facilement. Hein. Voilà, donc du coup la peur est là. Où on doit se rendre pour se faire dépister? À ma connaissance, dans les hôpitaux, tu te rends à l'hôpital, tu te fais dépister. Bon, le VIH-Sida, c'est une maladie contagieuse, une maladie aussi qui se prend par le sang, par des rapports sexuels et autres. Je me suis pas encore fait dépister. Non, je ne sais pas où on se fait dépister. Bon, je sais que le VIH-Sida est une maladie très mortelle qui fait des ravages partout dans le monde. Ça se transmet par les rapports sexuels, les objets. Bon, c'est ce que je connais. Je me suis déjà dépistée du VIH-Sida, ça fait 3 ans de cela. On se fait dépister du VIH-Sida dans les hôpitaux, généralement. Bon, le VIH-Sida, franchement, moi je dis à mes frères et mes collègues de se protéger. Cette maladie, bon, je l'ai jamais eu. Donc je ne connais pas ce que c'est. Ben, je sais que c'est comme les infections. Je ne me suis jamais fait dépister du VIH. Parce que bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, franchement. Je sais que pour se faire dépister, il faut se rendre à l'hôpital pour se faire dépister, car c'est très important. Voilà, pour savoir ton état sérologique. Voilà, on comprend que... Voilà, Quand il n'a pas le temps, il me suis jamais fait dépister. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Hein. Non. Ni comment se faire dépister, où se faire dépister. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut se protéger, c'est déjà très bien. Même la protection, là, il faut bien la placer, la prendre, sinon ça peut peut-être échouer. Voilà. Andrea, est-ce que tu aurais un mot de fin? Maintenant que tu as vu, tu vois, il y a beaucoup de points d'ombre, de zones d'ombre. Ton petit mot de fin sur le sujet. Bah, déjà, je voulais rebondir un petit peu sur le monsieur qui a dit que lui, il sait qu'il n'a pas ça, mais il ne s'est jamais fait dépister. Et comment il sait qu'il n'a pas s'il ne s'est jamais fait dépister? Parce qu'il en forme les muscles. Voilà, exactement. Il y a énormément de personnes, malheureusement, qui pensent pareil, en fait. Ouais. Des personnes même très instruites, hein, qui se disent, bah, moi, je ne peux pas avoir ça parce que voilà, je vais bien. Mais il faut se faire dépister, chaque année, d'ailleurs.
parce qu'il y a une dame qui a dit il y a 3 ans, mais chaque année c'est important, chaque année se faire dépister. Et j'aimerais rajouter aussi qu'on a besoin en fait que la peur change de camp. Qu'on ait peur du VIH, le virus, pas des personnes séropositives. On a besoin de casser tous ces préjugés-là, d'en parler. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait que la sexualité c'est tabou, mais comme on l'a dit, le VIH c'est pas seulement la sexualité, et aussi c'est pas la sexualité comme on se dit débridée. Non, on peut être très très correct et avoir le VIH. Le VIH c'est un virus qui détruit personne, comme Covid d'ailleurs, et il est important de faire attention, de se protéger, mais de ne pas stigmatiser les personnes vivant avec le VIH. Voilà, tu n'auras pas le VIH si tu discutes avec une personne, si tu touches la personne, si tu bois dans le même verre que la personne, non. Et on peut être en couple avec une personne séropositive sans avoir le VIH grâce au traitement de la personne, faire des enfants séronégatifs et donc avoir une vie tout à fait normale. Il ne faut pas avoir peur et s'empêcher de vivre. Également, quand on est une personne séropositive, il faut continuer de croire en ses rêves et surtout de ne pas s'auto-stigmatiser. Voilà qui est dit et c'est même très très bien dit. Prenez note, regardez la vidéo, l'émission 1000 fois. Elle sera sur YouTube et puis elle va repasser à 23 h aujourd'hui. On a fini. Aujourd'hui, c'est fini. Et aujourd'hui, on a beaucoup appris. Ma CP Sunshine. Beaucoup, Andrea. Merci pour cette force de caractère. Ma CP de poigne. Et puis nous, on se retrouve demain. Au revoir les amis. Au revoir. Faites-vous dépister une fois par an. Faites attention, protégez-vous. Et puis aimez les gens qui sont aussi malades. Ça ne vous coûte rien. Ils ne vont pas vous contaminer. Bisous.